Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue à cette dernière session sur le Satipatthana de cette année. En tout cas, on verra ce qu'on en fait l'an prochain, parce qu'il y en a 3 autres, hein, des observations de la pleine conscience. On va terminer sur le corps. J'ai souhaité, dans cette présentation assez générale, vous donner un aperçu de ce qui était commun à toutes les traditions bouddhistes du Satipatthana, parce qu'on le retrouve beaucoup dans la tradition Pali en Asie du Sud-Est. C'est vraiment une méthode très employée en Birmanie, en Thaïlande, au Laos, au Sri Lanka, qui passe un peu plus inaperçue dans la somme de tous les enseignements de la tradition tibétaine, malheureusement, parce que c'est une pratique qui est profonde, importante. Lors de la première session, on a vu un petit peu les frontières de cette pratique. On a vu qu'il y avait une différence entre le moment où on la pratique et le moment où on la parachève, cette pratique des 4 établissements de la pleine conscience. On se souvient des 4 établissements de la pleine conscience. Le premier, la pleine conscience du corps. Vous pouvez faire des signes, hein, je ne vous entends pas, mais deuxième, pleine conscience des ressentis. Alors, qu'est-ce qu'on entend par ressenti? Je vais le dire brièvement. Et je préfère dire ressenti que sensation, parce que parfois on confond la sensation tactile qu'on a sur notre peau ou à l'intérieur de notre corps avec ce que c'est le ressenti. Le ressenti, c'est la qualité de nos expériences. Est-ce qu'on fait une expérience plaisante, déplaisante ou neutre? Est-ce que c'est du bonheur, de la souffrance, ou est-ce que c'est neutre? Et ça, c'est ce qu'on pourrait faire ensuite si le programme devait s'allonger l'an prochain. Et ce qui est passionnant, parce que on commence par le corps, on rentre dans la conscience à travers les ressentis, et on explore un peu plus en profondeur la conscience à travers les facteurs mentaux. C'est le 3e Satipatthana, la conscience. Et puis après, on explore les phénomènes. Le but de ces 4 établissements de la pleine conscience, c'est d'avoir les idées claires sur les 4 nobles vérités qui sont les choses à réaliser et à dépasser dans notre expérience. Et il y a 2 choses à dépasser. Il y a 4 nobles vérités, je vais les revoir brièvement. La première, c'est la vérité de ce qui coince. Donc la vérité de ce qui coince, il faut la comprendre. Il faut comprendre ce qui coince. Deuxième vérité, les causes à ce qui coince, il faut les analyser, il faut les trouver aussi. Mais une fois qu'on les a trouvées, il faut les dépasser. Il faut les éliminer, ces causes à la souffrance, parce que si on élimine les causes à la souffrance, on élimine la souffrance. La 3e noble vérité, c'est la cessation de ce qui coince. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut actualiser. Et la dernière noble vérité, c'est le chemin qui conduit à ce qui coince, et ça, c'est ce qu'on doit pratiquer. Et quand vous avez les 4 nobles vérités, vous avez tout le bouddhisme. Tout est là. Et on doit le faire, on doit les appliquer, ces 4 nobles vérités, pas de manière abstraite, mais on doit les appliquer à notre expérience, et principalement la première. Parce que les 4 établissements de la pleine conscience, ils sont censés nous faire comprendre la vérité de ce qui coince. La vérité de ce qui coince, et ça on est très fort dans le bouddhisme pour faire des divisions après divisions de petits machins, de petits trucs et de petits bidules. Ok, donc la première noble vérité, pour la comprendre, il faut comprendre, je ne vais pas dire 4 choses, parce que dès qu'on va entendre 4 choses, on va faire, oh non, encore, il y en a 4 fois 4, oui, ça fait 16. Donc le premier, c'est comprendre, premier des 4 éléments de la première noble vérité de ce qui coince. Pour comprendre que les choses coincent, il faut comprendre leur impermanence. Quand on comprend leur impermanence, on comprend que ça coince. Ça coince parce que c'est impermanent, en fait. Mon corps, le problème, c'est qu'il ne va pas rester sans arrêt.
Et ça coince. Ça, c'est pas quelque chose qui est satisfaisant. Les choses sont dans la nature de ce qui coince parce qu'elles vont connaître une fin. Donc le premier élément des 4 9 vérités, c'est l'impermanence. Le deuxième, c'est ça coince. Le troisième, c'est vide. Troisième, vide, ça veut dire que, si je le prends pour le corps, par exemple, le troisième, c'est vide, et le quatrième, c'est absence de soi. Mais là, je vais les joindre aujourd'hui pour faire un package, un petit résumé des deux. En fait, c'est comprendre l'absence de soi. Comprendre où est le moi par rapport à mon corps, par exemple. Où est le moi par rapport à mes sensations, mes ressentis. Où est le moi par rapport à ma conscience. Où est le moi par rapport au phénomène extérieur. Donc il y a vide et absence de soi, mais en fait, on va le prendre assez simplement aujourd'hui dans où est-ce qu'est le moi par rapport à mon corps. Et on doit faire ça sur tout ce qui est censé constituer une personne. Une personne, elle est constituée sur la base de son corps, mais de sa subjectivité, de son ressenti, deuxième établissement de la pleine conscience, sur la base de sa conscience. Je suis un être conscient, je fais l'expérience du monde autour de moi, j'existe en lien avec cette conscience. Et puis ensuite, on a les phénomènes. Et les phénomènes, c'est tout ce qui est les facteurs mentaux, en réalité, parce que le troisième établissement de la pleine conscience, c'est juste la conscience. Est-ce que c'est une conscience mentale, visuelle, auditive, olfactive? Et le quatrième établissement de la pleine conscience, c'est les facteurs mentaux. Il est possible que j'ai dit le contraire, mais je rectifie parce que c'est plus juste de dire que les facteurs mentaux, les fonctions de la conscience, les émotions font partie du quatrième placement de la pleine conscience. Et il y a également d'autres phénomènes. Tous les autres phénomènes sont dans la troisième catégorie, la quatrième catégorie. Ok, bon. Les 4 établissements de la pleine conscience, on doit appliquer ces 4 points de la première noble vérité pour chacun des 4 établissements de la pleine conscience. On doit connaître l'impermanence du corps, ce qui coince avec le corps, que le corps n'est pas moi. On doit comprendre l'impermanence de nos ressentis, que nos ressentis, ça coince. Pourquoi ça coince? Je fais des expériences déplaisantes, ça coince. Ça coince parce que je ne suis pas content quand elles arrivent. Les expériences plaisantes, ça coince parce que je ne suis pas content quand elles s'en vont. Et les expériences neutres, je ne suis pas content parce que je ne sais jamais ce qui va arriver. Donc il y a ça coince. Et ensuite, est-ce que c'est moi? Est-ce que je suis ce ressenti? Est-ce que je suis cette expérience subjective en termes d'expérience, de plaisir ou de souffrance ou de bonheur? Ça, c'est la question qu'on va pouvoir se poser. Et ensuite, on le fait pour notre conscience et on le fait pour les objets de la conscience. Et une fois qu'on a réalisé ça, on a compris quelle était la relation entre la personne et ses agrégats, entre la personne et sa conscience, entre la personne et son corps, et la personne et ses ressentis, par exemple. Après, ça c'est une manière de parler des 4 établissements de la pleine conscience, mais on peut aussi dire que la première noble vérité, elle est en lien avec le premier établissement de la pleine conscience. Pourquoi? Parce que le corps, il est grossièrement quelque chose qui est dans la nature de la souffrance, dans la nature de ce qui coince. Le deuxième placement de la pleine conscience est connecté à l'origine de ce qui coince. Pourquoi? Parce que c'est souvent la manière dont on fait l'expérience des choses qui va créer la souffrance. Si je fais une expérience plaisante, je vais générer en moi de l'attachement. Si je fais une expérience déplaisante, je vais générer en moi de l'hostilité. Donc on dit que le placement de la pleine conscience du ressenti est lié à la deuxième noble vérité qui est la cause de la souffrance.
Et ça, c'est très intéressant à regarder dans la méditation. Ça, c'est la partie théorique. Mais après, si on devait le refaire, de voir, ok, voir quelle est notre réaction aux expériences qu'on fait. Quand on fait une expérience plaisante, est-ce qu'on veut absolument qu'elle demeure? Quand on fait une expérience insatisfaisante, est-ce qu'on n'a pas une forme de rejet en nous? Pour bien comprendre à quel point on est conditionné par nos expériences et nos ressentis. Et on dit l'être humain est un être rationnel, mais quand on observe un petit peu dans la méditation la qualité de nos expériences et de voir la réaction qu'on a presque intuitive à nos ressentis, à nos sensations plaisantes ou déplaisantes, on voit qu'on est très émotionnel. On maîtrise assez peu finalement. Et de voir le lien entre sensation plaisante, oh j'en veux plus, sensation déplaisante, la personne ou la chose qui me procure cette sensation déplaisante doit être éliminée ou écartée. Le troisième placement de la pleine conscience est connecté à la troisième noble vérité. Parce que quand on comprend que la conscience n'est pas nous, que je ne suis pas ma propre conscience, on comprend qu'il n'y a pas lieu d'avoir peur que le soi se désintègre. Parce qu'on comprend qu'est-ce que je suis. Et ça, c'est lié à la cessation de la souffrance. Il n'y a plus de peur. Et la dernière étape, la voie qui conduit à la fin de la souffrance, c'est parce que quand on fait le placement étroit de la pleine conscience sur les phénomènes, on comprend à l'intérieur de nous quels sont les mécanismes qui produisent la souffrance et quels sont les mécanismes en nous qui produisent le bonheur. Et quand on sait qu'est-ce qu'il faut adopter et qu'est-ce qu'il faut éviter, on comprend le chemin qui conduit à la fin de la souffrance. Ok, bon, ça c'est la partie théorique. On va terminer maintenant sur l'établissement du corps. Pour comprendre où est-ce que je suis moi dans le corps, quel est mon rapport avec lui. Parce que la proposition bouddhiste, c'est de dire, ok, tant qu'on a une relation déséquilibrée avec ce que nous sommes vraiment et le lien qu'on entretient avec le corps, on va rencontrer des choses qui coincent et on va souffrir. Et je vous ai dit le premier jour que les 4 établissements de la pleine conscience, leur base, c'est quand même pas mal de concentration. Pour que les choses qu'on va trouver, les conclusions sur lesquelles on va se porter, elles puissent vibrer en nous. Elles puissent révéler quelque chose de profond, qu'elles puissent venir tourmenter un peu nos idées préconçues, le mécanisme de nos habitudes. Et le moyen de faire, c'est pas juste de réfléchir, c'est d'avoir une conscience qui a une forme de clarté et de stabilité un peu hors du commun. Sinon, c'est juste de la réflexion, on n'est pas là juste pour faire de la philosophie. On est là pour faire que les choses sur lesquelles on va réfléchir, elles viennent vibrer en nous, elles viennent agiter une corde bien profonde, elles viennent soulager en nous la souffrance. C'est la mission du Satipatthana. Parce qu'en comprenant les 4 nobles vérités, on défait les mécanismes de ce qui coince, et de la souffrance, et de l'anxiété, et de la dépression, et de la peur. Et si on doit commencer par quelque chose, on va commencer par un peu de calme mental et on va revenir aux positions du corps. Donc je vous invite à prendre une position de méditation confortable. Et 2 aspects dans la méditation de calme mental. Le premier, c'est la clarté mentale, l'intensité. Si on veut faire un peu de lumière en nous, il faut à la fois que cette lumière elle soit stable pour voir clairement à l'intérieur de nous, et il faut que le faisceau soit suffisamment lumineux. Imaginons qu'on est dans une grotte, comme il en existe pas mal en France, et qu'on veut voir les peintures ornées, il va falloir qu'on ait un faisceau bien lumineux pour observer ce qu'il y a sur les murs.
et également que notre lampe elle, soit suffisamment stable. Si elle bouge sans arrêt, on ne va pas avoir le temps de se laisser absorber par ces peintures rupestres. Et c'est ce qu'on veut essayer de faire, des découvertes à l'intérieur de nous. Et pour éveiller cette clarté mentale, rien de tel que d'éveiller la joie, le contentement, la conviction, de réussir les petites choses simples qu'on s'est fixées dans la méditation. Et de répéter cette réjouissance, de se dire, ok, le but de cette méditation, c'est, pour commencer, être conscient de la position des parties du corps, une par une. Ok, j'ai ma main droite, elle est posée sur ma main gauche. Je suis conscient de sa position. Ok, c'est ça. C'est tout petit. C'est ce qu'il faut faire. Quand on fait naître, qu'on cultive cette joie, alors cette joie se transforme en clarté mentale, en intensité, et ça devient... Et l'esprit aime méditer. Il n'est pas forcé. Essentiel dans la méditation. Donc vous pouvez tout aussi bien vous connecter aux diverses parties du corps, une par une, rester quelques instants sur chacune, et faire des breaks en vous disant, ok, ouais, je ne suis pas conscient de chaque millimètre carré, de mes doigts, de ma peau, de ce qui se passe exactement, mais à minima, je suis conscient. Et même si ça dure qu'une seconde, c'est sur ce fragment que je me focalise. La méditation est l'expression de l'esprit positif. Si on se focalise uniquement sur les distractions, le fait que j'y arrive pas, le fait que je me suis fixé des objectifs intenables, alors on va créer la déception dans l'esprit qui va obscurcir la clarté mentale, empêcher la méditation de se produire. Par contre, si on se focalise plutôt sur la petite pépite à l'intérieur de kilos de minerais, alors cette pépite, elle va, dans nos mains, grandir. Qu'est-ce qui fonctionne ? C'est que j'arrive à me focaliser sur la position de mes jambes, par exemple. Même un petit peu. Et on ne se concentre pas pour l'instant sur des détails microscopiques. Prenez simplement la position de vos bras, de vos jambes, de votre buste, de votre tête, peut-être votre visage. Mais n'allons pas, pour commencer, dans trop de détails.
Et à ce point, on n'est même pas obligé de se dire qu'on est en train de méditer. Là, on est en train de rentrer en contact avec l'objet sur lequel on espère plus tard méditer, dans la deuxième partie. Pour l'instant, on affine simplement la capacité de l'esprit à rester, à observer l'objet de méditation qui est la position des parties du corps. Et c'est comme si on dessinait un croquis, on commence par la silhouette, les parties grossières, la jambe tout entière, et puis à l'intérieur de ça, si on sent que l'esprit gagne un petit peu en flexibilité, en clarté, alors on peut commencer à se poser la question, quelle est la position de mes doigts, de mes orteils, mes épaules. Pas faire ça de manière mécanique, prendre des temps de pause et se dire ok, ouais, ça, ouais, j'y suis arrivé là. Là, je perçois, ouais. Et pour le moment, on ne porte pas beaucoup d'attention aux distractions. La seule chose qu'on fait, c'est que quand on sait qu'on a été distrait par quelque chose, on revient sur l'observation des parties du corps. Si vous le souhaitez, vous pouvez percevoir la position de vos lèvres, de vos yeux, s'ils sont fermés, où est-ce qu'ils regardent. Même si on a les yeux fermés, ils peuvent avoir une direction particulière, les yeux. Passez quelques secondes sur les yeux, puis passez sur les épaules.
position des doigts. Et la clarté mentale vient avec sa propre temporalité, on ne sait pas de la pousser, on ne sait pas de la contraindre, ce serait non productif. C'est le résultat naturel de notre méditation ou de notre observation. Et dans cette étape, on essaie de rentrer en contact avec les positions du corps en brossant les parties du corps une par une. Maintenant, essayons juste d'avoir une appréhension assez globale du corps, en se disant, voilà, je suis conscient de la position de mon corps. Faites le test d'une seconde et passez presque 5-10 secondes à vous dire, ok, là, ce qui vient de se passer pendant une seconde, c'était ça. Je ne suis pas conscient de toutes les parties de mon corps, mais au moins suffisamment pour dire, bah oui, je suis conscient de mon corps, comme je peux ouvrir les yeux et dire, je reconnais Evelyne. Pourtant, je vois juste une partie de son buste et dans ce qui fait face à moi. Je vois une fraction seulement. Et pourtant, je peux déterminer avec clarté, ouais, c'est ça le corps. Donc, vous pouvez être juste à ce moment-là conscient de la position des mains et vous dire, ok, je suis conscient de la position du corps dans son ensemble. Faites juste de petits tests. La méditation n'a pas commencé encore. Et ça, c'est notre objet de méditation. Ça, c'est ce sur quoi on va méditer et poser notre esprit. C'est cette chose sans arrêt changeante, parce que d'un moment à l'autre, je peux être conscient des bras, ensuite des mains, ensuite... Mais ça reste quand même les positions du corps. Je ne suis pas en train d'être complètement parti dans un autre objet de méditation. Et c'est dans cette chose changeante, renouvelée sans cesse, que je maintiens une forme de stabilité. Il y a, comme sur la surface de l'eau, des troncs de bois qui dérivent, et ils sont sans arrêt différents, ils tournent les uns sur les autres, mais c'est sans arrêt des troncs de bois quand même. Il y a une stabilité, en tout cas de moi qui observe, même si au niveau de l'eau, ça bouge, et là au niveau du corps ou de mon attention, à chaque fois mon attention est portée sur des choses différentes à l'intérieur de mon corps, mais moi qui observe, je suis stable, je suis confiant. Voilà mon objet de méditation.
Et s'il y a des parties de bois qui sont immergées et que je ne peux pas observer, c'est pas grave. J'en vois qu'une partie, mais ça me suffit. Voilà mon objet minimal, ce qu'on a vu à la première session. Si j'espère que tout apparaisse, que l'objet ne bouge pas, alors c'est complètement irréaliste et ça va tendre mon esprit. J'accepte le changement, j'accepte cette appréhension imparfaite des parties de mon corps, je ne suis pas conscient de tout et pourtant je m'installe. Okay, donc ça c'était la première partie de la méditation, trouver l'objet, hyper important. Parce que sinon on commence la méditation et puis on ne sait pas vraiment sur quoi méditer, c'est pas très clair, on est un peu, on a envie de s'endormir. Là au moins ça vient dynamiser l'esprit, ça vient éveiller la clarté mentale. Alors ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est pas rester là-dessus parce que sinon on va finir par rentrer dans une course-poursuite où on va essayer de vouloir dessiner à tout prix toutes les parties du corps. Oh, il faut que ça aille vite. Et en plus ça marche, il y a un moment on finit par se prendre au jeu. On commence à sentir les micro-sensations, les micro-positionnements, et puis l'esprit va beaucoup plus vite. Ça fait ça commence à être efficace. Mais si on reste là, on va finir par créer de l'excitation et l'esprit va se tendre et la tension va diminuer. C'est pas pérenne. C'est pour ça il va falloir qu'on commence à méditer un moment. Et la méditation, c'est d'étendre ça, mais en mettant au départ en tout cas l'emphase sur la détente et la stabilité. Se dire, ok, en face de moi sur l'eau, toutes les grumes, j'en vois, même si j'en vois qu'un quart, même si j'en vois un tiers, si j'en vois un huitième. L'exemple que je prends souvent, c'est regardez votre écran. Vous voyez, ça c'est François, ok ? Qu'est-ce que vous devez reconnaître de manière minimale pour pouvoir dire c'est encore je reconnais le corps de François. Vous reconnaissez le corps de François ou pas ? Oui ? Je ne suis pas un avatar. Hein. C'est le corps de François. Vous reconnaissez le corps de François ? Dites, corps de François ? Bon, Rémi, enfin, c'est pas le corps de François ? Tu vois pas le corps de François là, Rémi ? Ah bah oui, il change sans arrêt, mais si tu devais être complètement immobile pour que je vois ton corps, Rémi, on serait mal, hein. Ok, c'est le corps de François, c'est le corps de François, c'est le corps de François, c'est le corps de François. Là, vous voyez toujours le corps, ok ? Corps de François. Mais là, ce que vous voyez, c'est une fraction seulement. Et vous pouvez toujours vous dire, ok, relax, c'est le corps. Je suis toujours sur mon objet, là. Ok, corps de François, corps de François, corps de François, corps de François. Ok, un doigt. C'est ça qui est génial, c'est qu'avec un corps, une partie infime, vous pouvez quand même maintenir une forme de calme en vous disant je suis encore avec l'objet. Parce qu'au final, c'est pas combien de parties il faut pour commencer à se dire que c'est un corps, c'est est-ce que j'ai confiance qu'il y a bien un corps en face de moi. C'est du côté de moi, je suis confiant. Mais il pourrait aussi se trouver que là, vous commencez à douter, vous dites non, c'est pas François là. Parce que ça vient de votre côté, ça ne vient pas du côté de l'objet, il se passe exactement la même chose du côté de l'objet. La confiance est hyper importante. Je prends l'exemple du mur des Lamentations que j'ai visité plusieurs fois à Jérusalem, où on est vraiment au pied du mur, et on voit juste un petit trou, les gens ils parlent, ils mettent un petit message dans le mur, dans des petits trous, et on peut se dire, mais c'est pas le mur ça. Ben si, c'est le mur. Et pourtant on voit un tout petit trou, on est vraiment collé au mur. Mais il peut arriver aussi qu'on se dise, non, c'est pas le mur. Et il arrive la même chose dans la méditation, en se disant, ah non, surtout quand on veut faire bien, on se dit, il faut que tout apparaisse, il faut que tout soit là. Comme si j'étais au pied du mur de la lamentation en me disant, c'est pas ça. Donc là, on se dit, ok, tout n'apparaît pas, je ne suis pas conscient de toutes les parties du corps, mais ce n'est pas important, ça viendra. Mais je suis encore au contact à minima avec les parties du corps. Faites le test, juste quelques instants. Ça peut durer qu'une seconde, c'est pas grave. Ce qu'on arrive à faire une seconde, on va pouvoir le poursuivre après. Ok, on essaye à nouveau.
Est-ce que vous êtes conscient des parties de votre corps, de votre position? Bah oui, je suis assis. Ok, c'est bon, c'est notre objet. On commence avec ça et on développe le contentement. On n'en espère pas plus. Well done. Donc là, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on s'installe à l'intérieur de ça et on se détend. Comment on fait pour se détendre? Bah déjà, on ne commence pas par vouloir être totalement focalisé parce qu'on est en train de faire de la méditation, parce que c'est un mot impressionnant. Non, on reste simplement avec le corps, on comprend qu'il y a des moments où même le corps ne va pas apparaître, ce qu'on a vu à la première session, ce qu'on appelle le relâchement grossier, c'est-à-dire que je ne suis pas complètement distrait, mais je ne suis pas encore complètement avec le corps. Et ça, c'est pas grave. En fait, on n'a pas vraiment perdu la pleine conscience, c'est juste que l'objet apparaît plus vraiment. On n'est plus en contact avec le corps, mais on n'est pas complètement distrait. Et ça, c'est ok. Et quand on met tous ces petits tuyaux en place, eh ben on peut avoir une méditation où notre esprit n'est pas super de qualité, mais on est focalisé sur la pépite. Et quand on est focalisé sur la pépite et qu'on se détend, alors il y a un moment où l'esprit, il va vraiment commencer à se focaliser, à se figer sur son objet. Et c'est uniquement à ce moment-là où l'esprit sera complètement détendu que la clarté, on va commencer à être conscient beaucoup plus intensément des parties du corps. Et ça, c'est vraiment décrit dans les textes comme étant un conseil fondamental. Parce que je pense que les gens, au départ, ils se disaient « Ouais, la clarté, ça marche, je vais en faire plus ». Il y avait deux approches sans doute. Les gens qui fonctionnaient que par la clarté, qui disaient « Je mets plein pot sur la clarté, il y a un moment, je vais être complètement absorbé ». Sauf qu'il y a un moment, ils se fatiguaient. Comme les pilotes d'avion qui sont très concentrés pendant des heures. Il y a un moment, ils se fatiguent de cette concentration. Comme les gens qui jouent aux jeux vidéo aussi. Ils sont concentrés dans la clarté, l'intensité, mais il y a un moment, ça sature. Et d'autres qui ont pris la route de la détente totale, sauf qu'il y a un moment, ils n'arrivent plus à rien reconnaître. Il y a une forme de torpeur mentale qui s'installe, et ça procure du bien-être, et comme la clarté, ça fonctionne dans les premiers moments, mais après, ça finit par saturer. Donc le moyen, c'est de faire la clarté pour commencer, pour bien trouver l'objet. Ensuite, on fait la stabilité à la détente. Et ensuite, on va venir alterner clarté et détente. Jusqu'à un moment d'équilibre où l'esprit va venir s'absorber sur l'objet. Ok, donc là, maintenant, on revient à notre corps, à ses positions. Et là, on va travailler sur la pleine conscience des positions du corps et en périphérie, la vigilance, de se souvenir des pensées qu'on a eues, surtout celles qui nous font complètement en partir. Les autres, on ne s'en occupe pas pour le moment, ce n'est pas le moment. On se focalise principalement sur ceux qui nous ont complètement fait partir de l'objet. Et le moyen de le faire, c'est de faire des petites captures d'images après qu'on soit revenu du film, on sort de la salle de ciné, on est complètement parti, on revient en se disant « Qu'est-ce que c'était ça ?» Et on reste un peu conscient des positions du corps à minima, et on se souvient. Ok ? Mais on va commencer par incorporer un petit peu de sagesse dans ce corps en disant « Ok, c'est la dernière session du Satipatthana. Qu'est-ce qui peut arriver? Plein de choses. Dans la nuit. Demain, est-ce que je vais encore pouvoir méditer? On n'en sait rien. Oublions les préoccupations pour l'avenir, les regrets, les remords du passé, et faisons que, à travers notre inspiration, notre expiration, on exprime notre reconnaissance de l'importance du moment présent, et qu'on vienne imprimer dans notre corps une forme de bienveillance, de calme, de détente. À travers l'expiration, on va prendre 3 profondes lentes d'inspiration et expiration. Sur l'expiration, sentez que vous appartenez un peu plus au présent à travers la gravité. Sentez la pesanteur de votre corps sur le coussin. Sentez que votre corps, à cet instant, exprime
que vous n'avez plus, en tout cas pour cet instant, de préoccupation excessive pour le futur et le passé. Là, on met banco sur le présent. Ça ne veut pas dire que c'est ce qu'on va faire toute notre vie, mais on le fait au moins pendant le moment de la méditation, pendant quelques instants. Essayez de le sentir dans l'expiration. Une dernière fois. Et on va pouvoir rentrer dans cette méditation sur les parties du corps, sur la position du corps, avec en fond d'image un petit peu ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et là, on met l'accent sur le contentement et la vigilance. Pleine conscience et vigilance. Et à l'intérieur de cette session qui va durer à peu près un peu moins d'une dizaine de minutes, faites autant de pauses que nécessaire. Et souvenez-vous de ce qui vient de se passer. Et cette vigilance, elle observe à la fois les pensées qui nous font totalement quitter notre objet, les positions du corps, mais elle opère également sur l'observation du corps pour savoir si des tensions ne s'installent pas, pour venir faire en sorte que notre corps exprime cette détente également. Par petites touches minimalistes.
La pleine conscience, à minima, portée sur la position du corps et la vigilance, qui s'occupe particulièrement des distractions grossières, celles qui nous font complètement perdre l'objet, et qui est en périphérie. Ce n'est pas l'activité première, pas inversée. D'ailleurs, c'est uniquement quand on a un petit peu d'assise dans cette pleine conscience sur la position du corps qu'on peut commencer à regarder dans les rétros. Souvenons-nous de ce qui arrive quand on fait que regarder dans les rétros et qu'on ne regarde plus la route devant nous. C'est la même chose dans la méditation. Et on va pouvoir mettre un terme à cette méditation en essayant de maintenir, comme si on venait de produire quelque chose de précieux, comme si on avait dans notre main quelque chose de précieux, on va essayer de le maintenir parce que c'est avec la qualité de notre attention, peut-être un peu plus claire, un peu plus stable, qu'on va essayer de comprendre maintenant en profondeur. Souvenons-nous que les 4 placements de la pleine conscience sont en fait dans la nature de la sagesse ou de la conscience discriminante. C'est des compréhensions profondes en fait. C'est de ne pas oublier les choses importantes, les 4 établissements de la pleine conscience. Et la transition qu'on va faire maintenant, c'est de se dire, ok, on a vu la fois dernière que le corps, bon, il n'était peut-être pas aussi glamour que ce que j'imaginais, quelle déception. C'était une manière de le voir, on peut aussi le voir de manière très utile, et c'est une autre manière de le voir qui est très valide aussi, qui est de reconnaître la préciosité du corps humain.
Maintenant, les contemplatifs sont posés la question, ils se sont dit, il y a un petit souci quand même, il y a un truc qui tourne pas très rond. Parce que des fois, on a l'impression qu'on est notre corps, et puis dernière fois, on a l'impression qu'on le possède, notre corps. Et ça, c'est un petit peu bizarre, parce que si on devait faire ça dans la vie de tous les jours, on passerait un petit peu pour fou, un petit peu pour... si je vous... C'est encore cette montre, hein, si je vous dis cette montre, je suis le propriétaire de cette montre, et que 5 minutes après, je vous dis je suis cette montre, vous allez me dire, ben non, François, tu peux pas, il va falloir choisir, hein. Tu ne peux pas être les deux à la fois. Soit tu es cette montre, soit tu es le propriétaire. Mais quand on dit qu'on possède quelque chose, ça élimine qu'on soit cette chose. On n'est pas propriétaire de nous-mêmes. Une chose n'est pas propriétaire d'elle-même. Pour être propriétaire, il faut qu'il y ait quelque chose qui possède et la chose possédée. Ça, c'est quand même du bon sens. Si je suis propriétaire de ma voiture, je ne suis pas la voiture. La voiture n'est pas propriétaire d'elle-même. Elle ne se possède pas elle-même. Ça n'a pas de sens. Sauf que les contemplatifs, ils ont observé leur esprit, ils se sont dit, waouh, c'est quand même bizarre, parce qu'il y a plein de fois où j'ai l'impression d'être mon corps, et des fois j'ai l'impression de le posséder, mon corps. Et alors, quand ça m'arrange, je suis plutôt possesseur, je suis plutôt le corps, genre, François, ton visage est merveilleux aujourd'hui. Là, j'ai l'impression que c'est moi quand même, dont on parle. C'est pas le corps que je possède là. Par contre, quand on me dit, François, tu as un gros bouton sur le nez, là, j'ai l'impression que c'est plutôt moi qui suis derrière et le corps qui est possédé. Et il y a plein d'exemples comme ça. Je me tape le pied dans une chaise, c'est moi qui possède le pied. Je ne suis pas le pied, mais je suis sur une plage et quelqu'un me dit « François, ton pied est extraordinairement beau ». Ça m'est jamais arrivé. Là, je me dis « Waouh, c'est moi, il s'agit de moi là ». Il ne s'agit pas de mon pied que je possède, c'est moi, on parle de moi là. Je m'identifie à ce pied. Quand quelqu'un me dit « François, tu commences à avoir des rides quand même », là c'est François qui vieillit. C'est pas le corps de François qui est mon truc que je possède qui vieillit. C'est moi, au plus très fond de moi, qui suis en train de prendre un coup là, un sale coup. Il y en a plein d'exemples comme ça. Bon, il y en a plein, je peux en prendre des centaines, on pourrait passer des heures à voir ces inconsistances-là, se dire « Waouh, c'est quand même fou !» Parce que si je devais échanger d'avis comme ça sur les objets, en pensant que d'un côté je suis possesseur et de l'autre je suis ces choses-là, si je fais ça avec ma montre, où je finis par dire « Je suis ma montre », on va me mettre en institut, là, on va m'interner. Mais on n'interne jamais quelqu'un qui, sans arrêt, est en train de changer de perspective en disant « non, mon pied qui vient de se cogner dans la chaise, en fait, non, c'est plus moi. Non, d'accord. Là, à ce moment-là, je le possède. Moi, je suis observateur à ce moment-là du pied. Mais si l'instant d'après, tout à coup, on me dit « François, ton pied est merveilleux », là, c'est moi. Là, je suis plus. J'ai changé le certificat de propriété. Là, je suis cette chose-là. Et ça peut sembler juste une pirouette philosophique, on se dit, bon, ok, bon, pas vraiment ce que ça vient révéler de profond, mais quand on réfléchit vraiment, on peut commencer à se poser la question, mais ouais, alors attends, mais c'est qui a raison là? Je suis mon corps ou je le possède, mon corps? Est-ce que je suis mon corps ou est-ce que je le possède, mon corps? Ça n'a rien à voir, hein. Et on peut s'interroger, se dire, mais pour une question aussi simple que ça, on n'est pas en train de parler de ce qui se passe sur Pluton ou de ce qui se passe dans un autre système solaire, on est en train de parler du rapport que j'entretiens avec mon corps. Sur cette question aussi basique, on a du mal à répondre. Comment ça se fait? C'est énorme. Les contemplatifs disent, attention là, c'est quand même, on n'est pas... C'est pas la mécanique quantique, là, c'est pas des formules scientifiques compliquées, c'est le rapport qu'on entretient avec mon corps. Est-ce que je suis mon corps ou est-ce que je le possède? Tout simple. Et la méditation du Satipatthana sur le corps, c'est pour découvrir le lien qui
est entretenu entre moi et mon corps. Et à l'époque de Bouddha, il y a quelqu'un qui est venu le voir en disant « Ouais, moi j'ai trouvé la réponse ». Il a dit « Moi je suis mon corps ». En fait, j'ai compris, je suis mon corps. Je suis mon corps. Alors Bouddha lui dit « Bon, ok, si tu es ton corps, il semblerait quand même, comme tu es ton corps, que tu aies une forme d'emprise, de pouvoir sur ton corps, si tu es ton corps. Toi, tu n'as pas envie de souffrir, tu dois donc pouvoir commander à ton corps d'être en bonne santé, de ne pas vieillir. Si tu es ton corps, c'est comme si tu étais le roi d'un royaume et que tu étais hyper puissant, tu pourrais commander si tu étais cette chose-là. Je suis mon corps. Tu pourrais commander de ne pas vieillir. Alors là, la personne commence à être un peu bloquée et se dit « Ouais, c'est vrai, ça c'est quand même... Si j'étais mon corps, je devrais avoir une forme de contrôle quand même. » Le fait que je ne contrôle pas, que moi je souhaite être heureux et que je ne peux pas commander à mon corps de ne pas vieillir, par exemple, c'est déjà censé quand même nous emmener un petit peu sur la voie de « je ne suis pas mon corps ». Et à l'inverse, de s'identifier avec son corps, ça porte à souffrance parce que quand mon corps vieillit, j'ai l'impression de vieillir. J'ai l'impression que moi, au très fond de moi, je suis en train de me décomposer. L'association qu'on fait, l'identification qu'on a envers son propre corps, elle est vectrice de souffrance, de choses qui coincent à la proposition bouddhiste. Et ça, on peut l'appliquer à tous les agrégats, les ressentis. Moi, je suis ce ressenti plaisant, je suis cette souffrance, je suis ce mal-être, je suis cette colère, je suis en colère, je suis mon incapacité à méditer, je suis cette grande personne, je suis mon... Et puis après, des choses qui étaient beaucoup moins décrites par le passé, mais qui deviennent aujourd'hui des choses d'identification, on arrive à s'identifier à sa propre voiture. Ta voiture est incroyable. Ta BMW noire, sublime. Et là, on a l'impression qu'il s'agit de nous, à ce point d'ignorance quand même. On parle de notre voiture, là. Et ça nous fait du bien, on a l'impression que c'est nous. Et là, on se dit, attends, là, c'est quand même un peu poussé. Non, mais ça arrive. Hein. On s'identifie aux objets comme si c'était nous. C'est quand même complètement ahurissant. Et on le fait tous, dans une certaine mesure, pour les objets qui nous sont chers. Oh, il est magnifique ce pull. C'est nous, parfois. Ton pull, il s'est fait bouffer par les mites dans la nuit, là, tu as un gros trou. Là, pour l'instant, là, ça devient notre pull qu'on possède. Mais bon, là, c'est très grossier pour les objets du quotidien. Mais pour le corps, c'est ce qu'on doit tenter de comprendre, que nous ne sommes pas le corps. Donc, c'est la méditation qui suit. C'est maintenant qu'on est rentré en contact avec ce corps, à travers l'observation de ses positions, à travers, comme la fois dernière, l'observation de ce qu'il compose, c'est d'arriver à une conclusion, se dire, bon, soit je le possède, soit je suis. Mais il va falloir être sûr, là, maintenant. Parce que je ne peux pas rester changer d'avis sans arrêt, sur quelque chose d'aussi essentiel que moi-même. Et c'est d'ailleurs parce que c'est aussi essentiel que ça produit autant de souffrance quand on se trompe. Alors comment on fait pour percevoir qu'on n'est pas le corps ? Alors, on trouve ma main magnifique. François, tu as une main, on dirait un pianiste. J'avais vu Glenn Gould, des grands pianistes, Sviatoslav Richter, tu as vraiment les mains comme lui. Tu n'as jamais fait de piano ? Non, c'est vrai, j'ai jamais fait de piano, mais je vais peut-être m'y mettre maintenant que tu me fais cette remarque. Ok, on prend les mains. Je suis ces mains. Mais tout à coup, je vais prendre le métro, je tombe sur les voies, il y a le métro qui me passe en travers des mains, je perds mes mains. Je remonte sur le quai du métro et je vois mes mains en face de moi. Est-ce que j'ai perdu la notion du moi ? Bon, si j'étais très attaché à mes mains, c'est ce qui risque d'arriver. J'ai l'impression qu'une partie de moi, que moi,
je suis là, mais au bout d'un moment, je prends mes mains dans un sac, parce que je vais essayer d'aller faire recoudre les mains, et puis on voit que c'est pas possible. Et là, j'ai mes mains dans un sac, je regarde mes mains, et c'est pas moi, c'est des mains. C'est de la matière, c'est juste des mains. Et on peut continuer, on peut se dire, bon, ben François, tu as un magnifique bras, et puis on enlève le bras, on coupe le bras, et on peut faire ça sur toutes les parties du corps. Sur le nez, sur le visage. François, ton visage est tellement singulier, c'est vraiment ce qui te... C'est toi, c'est ton âme, c'est vraiment ce visage qu'on reconnaît parmi des milliers, sauf que, par une générosité que je n'aurai sans doute jamais, je décide d'offrir mon visage pour faire une greffe de visage à quelqu'un qui en a besoin. Ça ne se fait pas. En général, ils prennent ça sur des gens qui ne sont plus à même de les donner. Hein. Mais imaginons. Et là, tout à coup, il y a toute la peau qui est partie et il reste la chair, un petit peu des os qu'on doit percevoir. L'identité va se reconstruire. Au bout d'un moment, passer les premières heures où je vais me dire j'ai l'impression de ne plus exister, ben, le moi, il reste. Je suis encore là. Je suis encore possesseur de moi. Donc je peux avoir cette distanciation de me dire, ben, c'est pas moi ça. Parce que si c'était moi, il faudrait qu'au moment où je perds mon visage, soit il y ait deux moi, le moi qui regarde et le moi du visage, ça devient compliqué après. Hein. Et c'est cette exploration graduelle qu'on fait à l'intérieur du Satipatthana, pour se dire au final, ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'absence de soi. Le corps est absent d'être le soi. Je ne suis pas possesseur. Alors ça, c'est une autre étape. On ne la fera pas dans cette partie, mais je ne suis pas le corps. Oui, Bernard? Oui, en fait, si, d'accord sur tous les éléments du corps, mais par exemple, si on t'arrache le cerveau, du coup, là c'est un sujet, c'est-à-dire, est-ce que ça pourrait être une objection, est-ce que, justement, notre moi n'est pas quelque part dans le cerveau bon, après, il faut un peu plus que le cerveau, mais enfin, c'est juste une image qui a quand même des choses un peu essentielles qui font que si on les enlève, il n'y a plus rien, quoi. Alors, c'est sûr que si on m'arrache le cœur, je vais avoir du mal à regarder et faire cette méditation. Parce qu'il y a des parties du corps, si on me les enlève, elles sont responsables de la perpétuation de ma conscience, en tout cas, associée à ce corps. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, dans cette expérience de la pensée, tu peux ouvrir le cerveau et te dire, mais où est-ce qu'il est le moi? Est-ce que c'est cette petite partie du cortex préfrontal? Est-ce que c'est la partie des neurones? Mais ça veut dire que pour te connaître toi, Bernard, il faut que je t'ouvre le cerveau. Là, je ne peux pas te connaître en te regardant, par exemple. Là, ça pose un problème quand même. Si pour connaître une personne, il faille qu'on ouvre le cerveau, je suis en face de quoi, là, maintenant? Qui c'est, là? On se rend compte que non, pour connaître une personne, il n'y a pas besoin d'ouvrir le corps. Et ça, c'est une autre forme de projection qu'on a, c'est d'avoir l'impression qu'on est à l'intérieur du corps. C'est toute forme de projection erronée qu'on a. On a l'impression d'être le corps, d'être à l'intérieur du corps, ou d'être le possesseur du corps, et c'est toutes des projections qu'on va déminer les unes après les autres pour comprendre la relation qu'on entretient avec le corps et avec nos agrégats. Mais pour le cerveau, c'est sûr que si on enlève le cerveau, ça va être compliqué de poursuivre cette exploration. Mais du point de vue de la conscience, par exemple, certains, et je pense de moins en moins d'ailleurs, dans les neurosciences, certains se disent, c'est presque plus le cas en plus, je pense que ça a correspondu à une époque, et c'est de moins en moins le cas, de gens qui pensent que la conscience égale l'activité neuronale. Mais on voit que non, la subjectivité, pour savoir que je suis un agent conscient, je ne suis pas obligé d'ouvrir mon cerveau pour trouver des échanges électriques. Un échange électrique, c'est un échange électrique, ce n'est pas une subjectivité, ce n'est pas l'impression d'être conscient. Et de la même manière, pour connaître une personne, il ne faut pas ouvrir le cerveau. D'ailleurs, si tu ouvres le cerveau, tu ne vas rien trouver. Qu'est-ce que tu vas trouver? Tu vas trouver de la matière grise, tu vas trouver de la matière blanche, tu vas trouver des neurones, des protéines, des atomes. C'est pas comme une poule aux œufs d'or où tu vas trouver quelque chose de mystique. Non, le corps, on commence à bien le connaître.
Et si par contre tu étais à l'intérieur de ton corps quelque chose, ça pose problème parce que là, je ne le vois pas, ce truc mystérieux à l'intérieur de ton corps. Ça veut dire que je ne peux pas m'engager avec Bernard, là? Ça veut dire que je ne te vois pas? Il me semble que Bernard, peut-être que je n'ai pas bien compris, mais c'est vrai que si l'activité cérébrale s'interrompt, toute la démarche, tout le travail intérieur que tu nous décris, il ne peut plus se faire. Donc, oui. Là, où est-on? Oui, mais là, c'est juste parce que tu meurs. Et il est évident que pour conduire cette réflexion, il faille être vivant. Mais tu peux dire la même chose avec ton cœur. Tu peux même le dire avec la circulation de ton sang dans ton corps. Si elle s'interrompt, tu perds très rapidement conscience. Mais c'est pas des personnes, ça. La circulation du sang dans le corps, c'est pas une personne, c'est pas moi. C'est responsable de l'activation de ma conscience, mais c'est pas moi. C'est responsable de me maintenir éveillé, l'activité neuronale. Mais elle n'est pas moi dans le sens d'être absolument unifiée avec moi. Et la conscience peut être activée ou non activée, c'est ça que tu veux dire. Donc du coup, nous on entend par conscience quelque chose qui est toujours activé. Sinon ce ne serait pas de la conscience. La conscience, ouais, mais elle connaît des différences quand même assez notables d'activation. Dans le coma, la conscience est encore activée. Et d'ailleurs, c'est un petit peu toute la difficulté qu'a la neuroscience aujourd'hui, c'est de déterminer quand est-ce qu'on est conscient, à quel niveau d'excitation neuronale on peut commencer à déterminer que quelqu'un est conscient. Et ça, on est incapable de le dire. Parce que ça pose des problèmes, et j'ai lu une étude très récemment là-dessus, par exemple, les gens qui font des expériences de mort immédiate. L'activité neuronale a complètement cessé, et pourtant les gens ont conscience de leur corps, ont conscience de se voir au-dessus d'eux-mêmes, par exemple. Et ça, c'est des études qui ont été documentées, c'est pas juste c'est pas juste de la parapsychologie ou des choses complètement la pseudoscience, c'est vraiment documenté par des scientifiques qui ont montré des études qui ont documenté que des personnes en salle de chirurgie ont connu une expérience de mort immédiate, plus d'activité cérébrale, et néanmoins d'avoir pu documenter des événements qui sont passés dans cette salle qu'ils n'auraient jamais pu voir s'ils étaient restés simplement assis à cette table. Je crois que quelqu'un, je l'ai vu dans le document, a vu quelque chose qui était sur une étagère, et des témoignages comme ça, il y en a eu beaucoup. Alors ça, c'est une des méthodes pour lesquelles on pourrait dire que la conscience n'est pas circonscrite à l'activité cérébrale. Mais là, on n'est même pas obligé de savoir ces informations-là, qui sont sujettes à caution, je vous l'accorde, mais de se dire, on n'est pas en train de parler de quelque chose qui est un corrélat à la conscience, qui est lié à la conscience, on est en train de parler où est le moi, où est-ce que je suis, pas qu'est-ce qui est impliqué dans mon acte conscient, parce que bien évidemment, le bouddhiste, il va dire, l'activité neuronale, elle est importante pour l'être conscient. Mais on peut dire même ce que vous avez mangé à midi, on peut même dire votre rythme cardiaque, on peut dire ce que vous avez fait la veille, votre corps lui-même. Mais ce n'est pas un soi, ce n'est pas moi. Parce que chaque fois qu'il faudrait... Si c'était moi, pour me connaître, pour que vous puissiez me connaître, il faudrait que vous soyez conscient, il faudrait que vous vous engagiez avec cette partie à l'intérieur de mon cerveau, par exemple. Ce qui n'est jamais le cas. Moi, je vois des individus en face de moi. J'ai une question. Oui. C'est Camille. Est-ce qu'on peut dire, est-ce que c'est possible qu'il y ait une part de nous, de notre vrai nous, par exemple, moi, je me dis, par exemple, c'est mon Bouddha intérieur, le vrai moi, celui qui restera nettement de vie future, avec les empreintes thermiques, etc. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une part, que c'est possible qu'il y ait une part de lui qui agisse dans ce qu'on fait au quotidien, dans ce
ce qu'on fait consciemment. Par exemple, on va faire une chose, on va être plus. Il y a des personnes qui vont être plus aptes à faire certaines choses, qui vont aller plus vers certaines choses. Est-ce que c'est pas ce qu'elles ont réellement au fond d'elles et ce qui est vraiment elles et qui restera dans d'autres vies, ce qui est vraiment, vraiment ce moi, mais sans mettre le nom de moi, ce qui est vraiment au plus profond d'elle et qui, sans être une personne, vraiment cette chose juste que je peux pas désigner du coup, mais... Alors, ce qu'on a vraiment au plus profond, je vois ce que tu veux dire. J'ai peur que ça s'éloigne un petit peu et que ça doit faire le sujet d'un autre moment. Mais Enfin, en fait, la question c'est juste est-ce que c'est possible que cette chose qu'on a au fond de nous, que ce qu'on est vraiment, agisse et prenne part par moment, sans même peut-être qu'on s'en rende compte, hein, dans ce qu'on fait. Mais je ne sais pas ce que tu désignes par qu'est-ce qu'on a vraiment au profond de nous, parce que là, dans cette méditation, on va quand même assez profondément et on ne trouve pas grand-chose. C'est pas qu'on ne trouve pas la personne, mais en tout cas, on ne trouve pas la personne comme on se l'imagine. Et la résolution de cette méditation, c'est de se dire qu'en fait, une personne, elle existe parce qu'elle est simplement imputée sur la base de ses agrégats, de son corps et de sa conscience. Mais elle n'est ni le corps, ni la conscience. Elle existe en dépendance du corps et de la conscience. Ça, je vous donne la solution. Mais c'est au final ce qu'on doit trouver graduellement à travers la méditation. Mais déjà, il va falloir pas annuler, mais invalider que nous soyons notre propre corps. Donc maintenant, dans cette... de toute façon, je sais que je te vois demain, Camille, donc on pourra en reparler si tu veux, mais je crois que ça fait appel à quelque chose d'autre, ce que tu dis. Peut-être à la nature de Bouddha, est-ce qu'il y a quelque chose d'intrinsèque à l'intérieur de nous qui est fondamental et qui a du sens? Je pense que oui. Mais là, dans cette méditation, on doit invalider qu'il y a quelque chose qui est le moi, qui se trouve quelque part dans le corps. Ok? Donc je vous invite à prendre une position de méditation. Et rappelez-vous tous les moments où vous êtes identifié, par exemple, à votre propre visage. Quelqu'un vous a dit « Tu es beau dans ce rayon de lune ce soir. » Ou à l'inverse, tu es plutôt moche dans ce rayon de lune ce soir. Dans les deux cas, on peut s'identifier. On peut se dire, il s'agit de moi. C'est pas mon visage, c'est moi. Et le lendemain, on s'expose un peu trop longuement au soleil. Et on chope un gros coup de soleil. Et alors qu'on met de la biafine sur notre visage, on n'est plus du tout le visage. Là, on le possède, le visage. Percevez comme en un rien de temps, on a changé d'avis. Ou quand on entre dans un magasin pour acheter un baume de nuit et qu'on voit qu'il coûte 37 euros, et on se dit c'est quand même chiant que le visage vieillisse, parce que je dois passer de l'argent quand même. Et là, à quel point on le possède, ce visage, qu'on traîne un peu d'ailleurs, comme un poids, parce qu'il vieillit, parce qu'il prend des rides. Là, c'est plus du tout nous, c'est nous qui possédons.
est-ce que je suis ma main, par exemple? Et là, on va se servir de la visualisation qu'on a développée un petit peu la semaine dernière. Imaginons cette main, elle est coupée tout à coup, par accident, et elle est là, sur une table. Est-ce que c'est moi, cette main? Alors vous me direz peut-être, oui, c'est une partie de moi. Non, 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 on n'est pas dans cette prérogative. Là, c'est est-ce que c'est moi ou pas? Parce que déjà, une partie de quelque chose n'est pas cette chose. Un pneu, c'est pas une voiture. Un volant, c'est pas une voiture. Une partie de la voiture, c'est pas une voiture. Donc ça ne va pas nous aider d'aller sur cette piste-là. Là, est-ce qu'il s'agit de moi? S'il s'agit de moi, qui est en train de regarder cette main? C'est pas moi? Et si on détermine que ce n'est pas moi, pourquoi on vient s'attrister quand on découvre sur notre main des taches de vieillesse, par exemple? Pourquoi on le prend aussi personnellement? C'est peut-être là où on découvre un petit peu plus la connexion de cette identification aux parties de notre corps avec ce qui est capable de produire une forme d'insatisfaction, de mécontentement et de souffrance. Parce que quand on s'identifie aux parties du corps qui, elles, sont sujettes à l'impermanence, alors on souffre. Est-ce que je suis mes bras? Imaginons que mes bras tout à coup soient retirés de mon corps durant un accident que je ne souhaite à aucun d'entre nous, qui sont en face de nous. Est-ce qu'on perd la notion de soi? Est-ce que le soi s'est dédoublé? D'un côté celui qui regarde et de l'autre du côté des bras? Non. Ce ne sont pas des personnes, des bras. Et mes jambes? Et si ces jambes ne sont pas moi, pourquoi est-ce que je prends aussi personnellement quand on les flatte ou bien même quand elles cessent de fonctionner comme je le souhaiterais?
Pourquoi faut-il que je prenne les choses aussi personnellement? Et mon visage maintenant? Si j'étais ce visage exactement comme il est, alors je ne pourrais pas l'enlever, poser sur une table devant moi et faire le même exercice. Est-ce que c'est moi? Alors ça peut paraître plus difficile avec le visage, parce qu'on s'identifie beaucoup plus peut-être avec le visage qu'avec nos coudes ou avec notre dos par exemple. Donc dans la méditation, c'est peut-être beaucoup plus difficile d'arriver à une conclusion bien vibrante. Et à un moment, on peut se dire, oh, waouh, c'est pas moi. Imaginez-vous votre visage en face de vous, sur une table, la peau seulement. Ok, on va s'arrêter là. Et ça, c'est un entraînement. Ça à refaire maintenant avec toutes les parties du corps, avec surtout celles sur lesquelles on s'identifie. Alors, au départ, il peut y avoir des moments de vertige. On se dit, waouh, attends, ça veut dire quoi ça? Je suis où, moi? Aucune des propositions bouddhistes n'est de dire que le soi n'existe pas. Si on vous le dit, c'est qu'on ne l'a pas bien compris ou qu'on s'exprime avec un langage qui mérite un peu plus d'explication. Le soi, j'existe. Moi, François, j'existe. La proposition bouddhiste n'élimine pas la présence d'un individu. Mais j'existe juste parce que j'existe en dépendance du corps et de l'esprit. Je ne suis pas le corps, je ne suis pas les parties du corps, je ne suis pas dans les parties du corps, j'existe en dépendance. Donc la mission, c'est de découvrir que je n'existe pas de manière intrinsèque dans le corps, j'existe en dépendance du corps. Et quand on finit par ne plus se trouver, on se dit, waouh, mais en fait, le moi, c'est quelque chose de beaucoup plus éthéré et beaucoup moins substantiel qu'on l'imagine. Et si je ne suis pas le corps, où sont mes craintes en lien avec le corps? Où sont mes peurs en lien avec le corps? En lien avec le vieillissement du corps? Et quand on s'absorbe dans cette vérité, alors on peut commencer à dérouler la bobine, de se dire, waouh, le potentiel à libérer de la souffrance, il est énorme ici. Parce que quand il n'y a plus d'identification ni au corps, ni à la conscience, sur quelle base peut venir s'asseoir la souffrance? Ça, c'est des questions profondes qui est soulevée par cette exploration. Cette petite présentation du Satipatthana s'achève. Je vais mettre, quand je reviens demain au centre de retraite, mettre cette vidéo en ligne. Dites-vous encore une fois, c'est un entraînement. Essayez de le faire pendant encore au moins une semaine, de temps en temps, cette méditation, parce que ce n'est pas en une seule fois que ça vibre, c'est des entraînements qu'on doit répéter encore et encore. Et peut-être que passé la première période de vertige, vous allez pouvoir faire l'expérience de beaucoup plus de soulagement, une forme de mini-libération.
pourra partager la prochaine fois qu'on se verra. Merci à toutes et à tous. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Hein. Au revoir.